Le mercredi 19 avril 2023 aux aurores, le paquebot Le Boréal se présente à l'entrée du long chenal d'accès au port de Miami en Floride. À la suite d'un hiver passé en Antarctique, le Boréal est remonté le long des côtes d'Amérique du Sud. Après avoir franchi le canal de Panama, il fait escale aujourd'hui à Miami avant de revenir en Europe pour la saison estivale. Capitale mondiale de la croisière, l'immense port de Miami ne compte pas moins de 8 terminaux, simultanément fréquentés par plusieurs milliers de croisiéristes nord-américains qui débarquent et embarquent, surtout en fin de semaine, sur d'imposants palaces flottants qui rivalisent de gigantisme et d'attractions clinquantes. Mais en ce milieu de semaine, le Boréal se sent bien petit et bien seul dans un si vaste port pour une halte de la journée, prélude à un long retour sans escale vers la France. Le passage du Boréal en Floride est donc le prétexte tout trouvé pour partir à la découverte touristique de Miami et de ses environs. Derrière le front de mer et les gratte-ciel résolument nord-américains se cache une métropole cosmopolite influencée par les cultures des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. L'un des meilleurs moyens de découvrir Downtown est d'emprunter les rames automatisées du métro aérien qui survolent le centre-ville. Les wagons se glissent et serpentent entre les luxueuses tours de verre et d'acier et traversent même quelques immeubles. Ce métro est un excellent moyen de découverte des quartiers résidentiels ou d'affaires et donne un aperçu du quadrillage de la ville. De plus, c'est absolument gratuit, fait suffisamment rare aux USA pour être mentionné. Après Downtown, l'autre quartier emblématique de Miami est Little Havana, et plus spécialement Calle Ocho, la 8e rue, où se sont installés à partir des années 1960 tous les exilés cubains réfractaires au castrisme. Avec nostalgie, les nombreux latinos ont ramené tous les souvenirs de leur terre natale, mais aussi leur culture, leur mode de vie, leur artisanat et également leurs coqs qui chantent et divaguent en pleine rue. Ils ont importé aux USA leurs cigares, leur café et aussi les rythmes de leur musique. Des orchestres de salsa animent sans discontinuer les nombreux bars qui jalonnent Calle Ocho, donnant à cette célèbre artère une ambiance de fête tropicale permanente. Sous une halle du parc Gomez, les Cubains âgés discutent au rythme des claquements de dominos. Ce sport local est très sérieux, les parties sont acharnées et très suivies. Une véritable institution. Des fresques multicolores couvrent maintenant les murs de l'ancienne zone industrielle de Wynwood, qui est devenue un quartier très branché en perpétuelle évolution.
Des artistes ou des graffeurs de renom ont investi les façades des entrepôts et des magasins, autrefois abandonnés, les transformant au gré de leur inspiration en galeries d'art contemporain à ciel ouvert et accessibles à tous. De l'autre côté de Biscayne Bay, la grande île de Miami Beach s'étire sur plus de 25 km. Elle est bordée côté Atlantique par une longue plage de sable doré et est jalonnée de postes de secours colorés dans le plus pur style art déco. Lieu propice à la baignade, au loisir ou à la méditation, cette plage devient très fréquentée aux heures les plus chaudes de la journée. En retrait de la plage, le district de South Beach reflète une image de Côte d'Azur américaine. Entre 1925 et 1940, y ont été édifiés 800 immeubles dans le style art déco. Une architecture typique aux couleurs vives, faite de motifs géométriques, de lignes parallèles, de zigzags, de chevrons et autres motifs floraux. Le front de mer est le lieu où se rassemblent tous ceux qui veulent voir et surtout être vus attablés aux terrasses des restaurants et des cafés ou à danser frénétiquement dans les discothèques en plein air. Lumière, décibels et alcool coulent à flot. L'animation nocturne est très intense et toutes les extravagances semblent possibles à quelques-uns qui font fi de la pudibonderie et du rigorisme américain habituel. Un aspect inattendu et surprenant des USA. Depuis la pointe de Floride, l'archipel des Keys s'étire vers le sud-ouest en un vaste arc de cercle séparant le golfe du Mexique de l'océan Atlantique. Ces îles et îlots coralliens, parfaitement alignés, sont reliés entre eux par la route fédérale No. 1, autrement appelée Overseas Highway. Longue de 200 km, cette route qui semble traverser la mer est en fait une succession de 42 ponts, dont le plus célèbre, le 7 Mile Bridge, ne mesure pas moins de 11 km de longueur. Cette route panoramique surprenante se termine sur l'île la plus méridionale de l'archipel, Key West. Géographiquement parlant, Key West marque l'extrême sud des États-Unis, à seulement 145 km de l'île de Cuba. Une borne massive est là pour le rappeler aux nombreux visiteurs qui n'hésitent pas à faire la queue sous le chaud soleil pour prendre le selfie du siècle. Key West, c'est une autre facette des USA qui surprend par son originalité et la décontraction de son ambiance. Les Américains viennent ici en nombre pour se détendre à tout prix et vivre loin des conventions habituelles. Ici, tout incite à vivre dans l'insouciance et la nonchalance. Le climat ensoleillé, l'architecture antillaise des maisons, la luxuriance des jardins, la multiplicité des activités nautiques et la succession ininterrompue des bars qui déversent dans les rues leur flot de rhum et de musique cubaine.
le temps ne semble pas avoir de prise à Key West. Cet anticonformisme n'avait pas échappé au célèbre écrivain et journaliste Ernest Hemingway, qui a vécu ici entre les deux guerres quand il ne baroudait pas dans les contrées les plus agitées du globe. Sa maison est devenue un pittoresque musée, rassemblant les nombreux objets et souvenirs liés à sa vie aventureuse. Mais Hemingway avait également fait la réputation d'un des bars de la ville, le Sloppy Joe's, dont il était l'un des piliers. Il en a fait les beaux soirs en refaisant le monde à grands coups de daiquiri. Devenu l'un des emblèmes de Key West, cet établissement toujours très fréquenté perpétue à sa façon la mémoire de l'écrivain. L'heure est maintenant venue de rejoindre le port de Miami et d'embarquer sur le Boréal pour une croisière transatlantique hors des routes classiques entre la Floride et la Normandie. Après l'accueil des passagers par le commandant à la coupée du bateau, l'installation dans les cabines, puis l'exercice obligatoire d'abandon du navire, les haussières sont larguées en début de soirée. Lentement, le Boréal s'éloigne du quai et gagne l'axe du chenal. L'appareillage de Miami est pour le moins grandiose dans le contre-jour qui semble dramatiser un peu plus le départ. C'est prenant et presque émouvant. L'équipage et les passagers paraissent figés sur les ponts arrière du Boréal, subjugués par la vision des imposantes tours de verre et d'acier qui rapetissent lentement à mesure que le bateau s'éloigne. Miami laisse le souvenir d'une ville agréable. Le bateau progresse dans le long chenal qui suit de très près la pointe sud de Miami Beach. C'est cette pointe qui balise l'entrée dans l'océan. Après que le pilote est débarqué, l'Amérique se dilue dans le sillage du Boréal et s'évanouit derrière l'horizon. Maintenant, cap sur l'Europe qu'il faut rejoindre au terme d'une longue traversée de l'Atlantique en diagonale. « 60 passagers ont embarqué pour ce voyage au long cours qui doit les emmener sans escale jusqu'au port de Caen et se terminer à Honfleur en Normandie. L'aventure peut commencer. Le début de la croisière au large de la Floride est plutôt tranquille, à naviguer sur une mer calme sous un franc soleil et une douce température.
Quelques passagers entendent profiter du confort du bateau, mais la plupart d'entre eux est à bord pour lâcher prise quelques jours. Pour chacun, partir en croisière, c'est voyager en suivant un autre rythme, en se perdant dans la contemplation de l'océan infini, en écoutant le murmure continuel des vagues le long de la coque, en cherchant le souffle improbable d'une baleine au-dessus de l'horizon. Alors l'esprit largue les amarres, loin du réel. Le rapport au temps qui passe évolue entre torpeur et intensité, et l'on se surprend à bourlinguer avec lenteur. Le boréal gagne progressivement en latitude. Très au large des côtes canadiennes, le beau temps cède progressivement la place au vent et à la grisaille, rendant les périodes d'observation sur les ponts extérieurs plus aléatoires. Au 6e jour de navigation, la chute régulière mais rapide du baromètre n'augure rien de bon. Aussi le commandant réunit-il ses passagers pour un briefing météo. On a cette dépression ici qui tourne, qui se construit tranquillement. Bon, celle-ci va disparaître, c'est pas grave. Mais on a celle-ci qui stagne en fait depuis de nombreux jours. Donc celle-là, elle est stable, elle ne bouge pas. Depuis qu'on est parti de Miami, elle est toujours ici. Donc j'aurais préféré qu'elle continue comme toutes les autres vers l'est. Le boréal va bientôt être confronté à une large dépression. Pouvait-il en être autrement en Atlantique Nord ? Par prudence, le mobilier des ponts supérieurs est saisi pour éviter les divagations intempestives. Le boréal navigue maintenant au-dessus du grand banc de Terre-Neuve. La zone n'a pas bonne réputation dans le monde maritime, car les mauvais coups de vent y sont fréquents. Toutefois, les conditions restent praticables et le bateau traverse sans effort apparent la houle qui se renforce et la mer qui enfle quelque peu. L'étrave soulève de belles gerbes d'embrun qui se rabattent violemment sur le pont avant et se pulvérisent sur les vitrages de la passerelle qui reste évidemment le lieu privilégié pour apprécier un tel spectacle. Notre commandant, Dear Passenger, good morning, this is your captain. Donc un petit point sur notre position. Donc nous sommes par 47 degrés 44 minutes nord, 45 degrés 11 minutes ouest, une route au 50, une vitesse faible. Nous sommes bien ralentis par ces vagues, à peine 9 nœuds de moyenne. Profondeur de 265 mètres, donc nous avons quitté le banc de Terre-Neuve. Parcouru 2145 milles et nous sommes dans l'ouest de Terre-Neuve. À vent de nord-nord-ouest, donc il est en train de passer à l'ouest. Force 9, une mer très forte, 5 mètres de houle. L'air est à 5 degrés et l'eau à 4 degrés. Au niveau météo, donc ça devrait se calmer demain matin. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon appétit. So, dear passenger, our position actually. Cette dépression va ainsi nous accompagner durant 5 journées avant de se combler lentement et permettre un retour progressif au calme. Au final, ces conditions de mer pour le moins agitées n'ont pas empêché le boréal de tracer sa route régulièrement à travers l'Atlantique et de se rapprocher de l'Europe.
regardez un petit peu le parcours. On a vraiment une route très nord, avec une petite bifurcation à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous la voyez, quand on a pris la décision d'aller vers le nord de l'Irlande plutôt que le sud de l'Irlande. Et bien maintenant, je vais vous parler de notre programme. Comme je vous le disais, donc on doit rencontrer le commandant Charcot le 3 à 1h du matin. Le Charcot, lui, doit rejoindre l'Eastland. Il vient juste de partir de Brest. Il doit nous rencontrer, mais il doit rencontrer également l'Austral. Suite à cela, nous, on s'est détourné un petit peu, et donc par sécurité, j'ai demandé à prendre un peu de gasoil pour finir le trajet. Nous allons ensuite rejoindre Ouistreham. Donc encore 470 000, encore une belle navigation. L'objectif, c'est d'arriver le 5 vers 20h30 à Ouistreham. Comme l'a indiqué le commandant aux passagers, le Boréal s'est écarté de la route initiale à la demande de la compagnie pour permuter du matériel et des vivres avec un autre paquebot, le commandant Charcot. Pour des questions de timing serré, l'échange doit se faire en pleine mer, au nord de l'Irlande. L'événement est rare. Tout le staff est à la passerelle où la tension est palpable lors de l'approche nocturne des deux bateaux. La préparation de la rencontre est minutieuse et il y a peu de place pour l'improvisation. L'ambiance est mystérieuse. Au cœur de la nuit, on devine la silhouette fantomatique du commandant Charcot s'approcher lentement du Boréal. L'instant est vraiment prenant. Soulagement général lorsque l'échange est terminé. Alors le commandant Charcot fait un tour d'honneur à petite vitesse avant de disparaître lentement. Dans l'obscurité, la scène est encore plus impressionnante. Le Boréal reprend sa route et navigue maintenant en mer d'Irlande. C'est un peu le retour à la civilisation. Après des jours et des jours passés à naviguer complètement seul au milieu de l'océan, il devient fréquent de croiser d'autres navires ou d'apercevoir quelques fragments des côtes d'Écosse, d'Irlande ou comme ici de l'île de Man. Le détour par le nord de l'Irlande oblige à compléter les réserves de carburant pour pouvoir terminer le parcours en toute sécurité. Mais comme toujours, c'est la mer qui commande. Le soûtage du gasoil est prévu en nocturne, à proximité du port gallois de Holyhead, sur l'île d'Anglesey. L'accès est peu profond et un pilote local doit guider le Boréal vers un mouillage abrité où un tanker pourra se mettre à couple pour ravitailler le bateau. Il a fallu presque 3 heures pour embarquer 180 tonnes de carburant et en fin de nuit, le Boréal remet en route, cap au sud, à travers le canal Saint-Georges, le bras de mer qui sépare l'Irlande du pays de Galles.
La nuit suivante, le Boréal emprunte le passage entre les îles Scilly et la pointe de Land's End, à l'extrémité sud-ouest de la Cornouaille. C'est une zone de trafic maritime intense, fréquentée par tous les bateaux qui naviguent autour du Royaume-Uni. Un peu plus tard, le bateau vire le cap Lizard qui balise l'entrée nord de la Manche. Le trafic maritime s'intensifie davantage. De nombreux cargos cernent le navire alors qu'il s'approche du Cotentin. On peut déjà voir les hautes falaises de la Hague, puis la pointe de Barfleur. Inéluctablement, le Boréal entame la dernière ligne droite de cette longue croisière. On s'approche de la Normandie et la météo devient instable. Les ondées qui reviennent masquent la côte du Calvados. En début de soirée devant Ouistreham, le pilote embarque à bord et va guider le bateau dans le chenal d'accès au port de Caen, situé à 14 km à l'intérieur des terres. Peu après, le Boréal se présente devant l'écluse qui permet de compenser, selon la marée, la hauteur d'eau entre la mer et le canal qui mène à Caen. Et à l'arrivée dans le sas de l'écluse, la pluie s'invite de nouveau à la manœuvre. Chers passagers, bonsoir, ici votre commandant. Alors quelques petits points. Donc nous voici en route pour Caen, à environ une petite heure de navigation avant d'arriver au viaduc juste avant le bassin où nous allons nous mettre à quai. Nous passerons le pont Pegasus dans une vingtaine de minutes. Le pont Pegasus s'est levé pour laisser le passage. C'est un pont historique puisqu'il a été le premier ouvrage libéré par les commandos britanniques au petit matin du 6 juin 1944. Et tout au bout du canal,
Le Boréal arrive dans le port de Caen, mettant un terme provisoire à une navigation de près de 4300 000 marins depuis Miami. Changement d'ambiance ce matin dans le port de Caen, où le quai se transforme pour 2 jours en ruche bourdonnante. Tous les membres d'équipage et des intervenants extérieurs sont sollicités pour cette escale technique. Le personnel s'active, s'interpelle, monte, descend, entre, sort, se croise pour accomplir cette opération dans le temps imparti. Camions et conteneurs sont alignés sur le quai pour évacuer tout ce qui est hors d'usage ou défraîchi et qu'il faut remplacer. Sans parler de la cambuse qu'il faut réapprovisionner pour les futurs voyages. Le vide des croisières passées laisse la place au plein des croisières à venir. Et les cales du bateau sont volumineuses. Depuis presque 3 semaines, c'est la première fois que les passagers peuvent poser le pied à terre et en profitent pour visiter la ville et ses environs. Une fois l'opération portuaire complètement achevée, le Boréal s'éloigne du port de Caen et débute lentement l'ultime étape de cette croisière vers Honfleur. Le bateau entame alors sa navigation dans le canal en sens inverse, une navigation paisible en pleine campagne, à petite vitesse et en silence à travers champs et bosquets, apaisant mais déroutant. Le crépuscule cerne progressivement les berges du canal, et quand le Boréal franchit l'écluse de Ouistreham, il fait nuit noire. Après une courte navigation nocturne dans l'estuaire de la Seine, le navire accoste en milieu de nuit dans le port de commerce de Honfleur. Ainsi, la transat du Boréal s'achève au pied du pont de Normandie, au terme d'une croisière inédite et bien peu conventionnelle qui a séduit chacun des passagers.